plutôt que de savoir si je me sens hérétique, si je suis hérétique, si j'ai voulu être hérétique, si j'étais désigné comme hérétique, ce qui en fait est le cas, puisque moi je suis toujours aussi officiel, entre guillemets, que M. Souriau, quoique à un niveau moindre, sur le plan universitaire. On fait partie des comités, des trucs, des machins, enfin bon, on passe la litanie des choses. Et cela montre bien que le système ne se défend pas seulement contre des attaques extérieures et contre des gens qui voudraient imposer des idées différentes tout en n'appartenant pas à l'institution, mais voire même, et parfois plus, et ça se comprend d'ailleurs, de leur point de vue, exerce une censure beaucoup plus féroce vis-à-vis de ses propres membres qui dévient. Mais bon, moi, ça ne me paraît pas très intéressant, ça. Mais je voudrais d'abord que l'on, enfin, selon ce que je crois, moi, je ne vous l'impose pas, mais qu'on replace le débat de façon un petit peu précise. Parce que quand on pose la question, faut-il être innovant en sciences, je dirais que dans la majorité des cas, non. Il ne faut pas être hérétique et il ne faut pas même être très innovant, puisque l'immense majorité des travaux scientifiques sont des travaux progressifs. Ce sont des montées une par une de marches d'escalier. Bon, par exemple, si on connaît la technique pour trouver le gène d'une maladie, on peut décider de faire un projet qu'on soumettra et qui recevra immédiatement de l'argent d'ailleurs à n'importe quel comité ou commission pour trouver le gène d'une autre maladie. Et dans ces conditions, toutes les techniques sont connues et il ne faut surtout pas être hérétique. Si vous décidez de faire marcher vos machines sur 300 volts alors qu'elles marchent sur 200, vous allez faire sauter le laboratoire. Donc il ne s'agit pas d'avoir des idées. Au contraire, dans la grande majorité des cas, pour ce que nous appelons l'innovation, qui est plus d'ailleurs une innovation technologique qu'une innovation scientifique, il ne faut pas être hérétique. Donc le débat que nous avons aujourd'hui se pose uniquement pour ce qu'on en appelle les ruptures de paradigme, les changements de paradigme. Et là, la question est peut-être complètement inversée. Je dirais que, par définition même, si on n'est pas, à un moment donné, considéré par le paradigme existant comme hérétique, c'est qu'on n'a aucune chance de le changer. Alors là, la question est complètement... la réponse est complètement inverse. La réponse est dans la question. Il faut évidemment, dans ces conditions-là, être hérétique. Mais la science, et c'est là où tu as balayé un peu d'un revers de main l'utilisation du mot hérétique en disant oui, c'est devenu banal. C'est pas si banal que ça, puisque la science se comporte véritablement comme une église, et elle est tout à fait une église monothéiste, en ce sens qu'il y a un dogme, et par conséquent, il est tout à fait logique d'imaginer que les gens qui ne appartiennent pas au dogme sont des hérétiques. Mais seulement dans le cadre où, évidemment, ils tenteraient, par malheur pour eux, de faire évoluer le paradigme dominant. Sur cette tranche-là que je crois, enfin, pour moi, le débat m'intéresse là-dessus. Pas de savoir si on va trouver le 85e gène de la maladie de Duchemol et la riflette. Parce que la confrontation, c'est moi qui la recherche. Et je serais prêt à aller dans n'importe quel séminaire pour rencontrer n'importe quel scientifique et débattre avec lui. Et en fait, je veux dire que le problème auquel je me heurte, moi, personnellement, c'est le vide, c'est le silence, c'est la difficulté de croiser le fer avec des gens qui pourraient être considérés comme des opposants. Je ne compte plus les propositions de séminaires que j'ai faites dans des instituts de cosmologie pour pouvoir aller parler devant ces gens-là pour lesquels je n'ai pas de réponse. Donc là, c'est une situation qui est, je ne sais pas, qui est dure à vivre, parce que de toute façon, je pense que j'ai fait un peu mon choix et que je travaille par intérêt intellectuel. Donc de toute façon, je continuerai, etc. Mais que ça puisse aller jusque-là me surprend quand même. Par exemple, j'ai eu un seul thésard et j'ai raconté ça dans mes livres. Et ce type a fait une thèse de doctorat qui a donné lieu à des publications scientifiques, à des communications dans des congrès, etc. J'ai retrouvé ça dans nos archives, comme ça. Eh bien, à l'issue de cette thèse, ce qui m'a été dit verbalement, c'est pas la peine qu'il cherche à rentrer dans un laboratoire quelconque parce qu'il a travaillé avec toi. C'est quand même une phrase assez vertigineuse d'entendre une chose pareille. Et après avoir entendu une chose comme ça a fait que pendant maintenant 14 ans, j'ai refusé tous les thésards. Il ne se passe pas d'année sans que je n'ai pas une fois, deux fois, trois fois des jeunes qui me disent ce que vous faites me passionne, j'aimerais faire une thèse avec vous. J'ai dit, je ne peux pas vous prendre avec moi parce que moi, on ne peut plus m'atteindre, mais vous, on vous massacrerait.
Donc, vous voyez, c'est grave. La situation est grave parce qu'on a non pas une atteinte aux individus, parce que moi, je me suis configuré de toute façon pour travailler avec papier et crayon. Ce qui fait que, tel que c'est parti maintenant, si quelqu'un me disait, est-ce que vous voudriez de l'argent? L'argent, pourquoi faire? Pour acheter des livres, pour acheter des papiers, un crayon, pas tellement utile. Par contre, c'est l'impossibilité de travailler avec des jeunes, parce que ces jeunes seraient immédiatement les cibles. Et là, il y a une situation grave, moi, je trouve. Voilà. C'est pas du tout du Big Bang que j'ai envie de vous parler, parce que finalement, peut-être que vous avez vu le dernier Science et Vie, l'article central étant l'avant Big Bang. Est-ce qu'il y a un avant, est-ce qu'il y a un après? Enfin, c'est pas du tout de ça dont je veux parler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que j'ai vécu, c'est la raison d'État en science. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique et militaire peut s'immiscer et stopper des recherches? Moi, j'ai vécu ça, je l'ai raconté dans des livres, j'en ai eu la preuve, j'ai publié ces preuves. Il y a 14 ans, mes recherches ont été stoppées, et sont des recherches rationnelles. Donc, je me citais dans le cadre de la rationalité, je me situais dans le cadre d'un progrès scientifique. Et ce que j'ai appris récemment, qui m'a assez surpris, c'est que autant les militaires avaient fait capoter ces recherches dans le secteur civil, autant ils n'ont pas été capables de les poursuivre. Et je crois que je vais le dire, parce que je veux dire, dans mon fort intérieur de chercheur, je suis profondément choqué. Parce que là, c'est la science qui est la victime. C'est pas moi, c'est le progrès scientifique. Elle est victime d'imbéciles. Elle est victime de gens qui ont peur. Je crois que dans la science, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on a peur du progrès scientifique? Est-ce qu'on a peur de la nouveauté? Il faut savoir. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller? Or, moi, j'ai découvert des gens pusillanimes, des gens frileux, inquiets, qui ne voulaient pas faire d'enquête. Moi, si j'avais été flic, j'aurais aimé aller jusqu'au bout d'une enquête. On n'aurait pas pu me dire, monsieur, là, on n'enquête pas. Or, dans ma carrière de chercheur, ça s'est passé comme ça. Ce genre de domaine, ce genre de questions, vous ne vous la posez pas, pointez la ligne. Et si j'ai fait de la cosmologie, c'est parce que je n'ai pas pu faire de la MHD. Je crois que c'est une chose qu'il faut bien mettre au clair. Donc, je ne veux pas dire que le Big Bang, je m'en fous, mais j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas mener à bien mes propres travaux de recherche. Et je ne pouvais pas les mener comme Bernard Palissy dans une cave en brûlant mes meubles ou un truc comme ça, ce n'était pas possible. Maintenant, ça va peut-être être plus facile techniquement, mais il reste quand même que c'était des grandes idées, quoi. Bon, sans supprimer les ondes de choc devant un objet avec l'aide de forces électromagnétiques. Il n'y a plus un scientifique au monde maintenant qui oserait sourire de ces idées-là. On en a suffisamment parlé, même maintenant ça s'est presque popularisé. Or, on n'a pas fait ces recherches en France, alors qu'en 1975, on était en avance sur le monde entier. Et ça, il y a des gens qui ont stoppé tout ça. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est que non seulement ils ont stoppé ces recherches, mais ils ne les ont pas poursuivies. Et ça, c'est irrecevable. Alors, vous voyez, il y a effectivement ce côté... Vous dites qu'ils les ont stoppés, mais on comprend que, bon, soit par peur de la nouveauté, pusillanimité, ça c'est une chose. Comme c'est des choses qui avaient aussi des applications militaires possibles, puisque qui dit propulsion, on dit, avion, fusée, et puis également balistique, missiles possibles. Donc il y avait des applications militaires. Est-ce que ça a joué aussi? Est-ce que c'était parce qu'on était dans le domaine du militaire, ou c'est parce que simplement c'était trop en avance? Non, je veux dire, les applications militaires étaient à trop long terme. Donc ça ne pouvait pas vraiment jouer. Je veux dire qu'il y avait un aspect conceptuel, il y avait une question à laquelle on ne voulait pas avoir de réponse. Vous savez, les anglo-saxons ont une expression qui est très parlante, il est plus facile de sortir un chat du sac que de le rentrer. On n'a pas voulu sortir le chat du sac, c'est tout. Et ça en est arrivé au point que j'ai fini par... prendre mes distances, vous ne me voyez plus à la télévision, je ne suis plus dans les médias parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je veux dire, j'ai été dans des dizaines d'émissions de télévision confronté à tous les charlots de la Terre et maintenant j'en ai plein le dos, c'est tout. Et quand les gens de télé me sollicitent, monsieur, on voudrait vous avoir dans un débat, ma réponse c'est non, j'ai déjà donné, ça suffit. Je n'ai jamais pu être autour d'une table avec des gens qui soient compétents pour discuter de sujets. On m'a collé dans les pattes tous les charlots possibles, imaginables. D'abord, comme tu le sais, je récuse le mot idée. C'est-à-dire que, contrairement à Planck, et j'ai écrit quelque part que j'aimerais bien avoir eu l'idée de me dire, tiens, comment les molécules communiquent? Je vais essayer de trouver une solution. Ça doit être par l'eau, et puis ça doit être des champs magnétiques. Ça aurait été la marque du génie. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une série d'étapes expérimentales. Et à force de faire l'expérience, on finit par se faire quelques petites idées sur les expériences et leur signification. Mais c'est pas du tout une démarche théorique. Moi, je voudrais quand même ajouter un petit peu au pessimisme ambiant, pour éventuellement imaginer qu'il pourrait y avoir une ouverture.
D'abord, il faut bien prendre conscience, ça je crois que ça a été un petit peu dit, mais peut-être faut-il le redire, du fait que par rapport à la période 1897-1937, où il y a eu cette efflorescence extraordinaire, et d'ailleurs, je vous donne un petit truc, un petit tuyau très facile et très simple, si vous avez envie, notamment vis-à-vis d'un scientifique, de développer cette idée que la science s'est arrêtée en 1937 ou en 1900, enfin avant la guerre, avant la Seconde Guerre, les gens vont dire mais enfin tu plaisantes, c'est pas vrai, la science. Eh bien, très simplement, vous leur demandez de citer les équivalents actuels de Einstein, de Heisenberg, de Dirac, de De Broglie, de Planck, bien sûr, de Niels Bohr. Enfin, je peux faire la liste de 15, 20, 30 scientifiques de majeurs. Donnez-moi les équivalents maintenant que vous connaissez, parce que ces gens-là, on doit lire leurs noms dans la presse, on doit les voir, et on n'en trouve pas. Donc il n'y a plus ces grands innovants qui ont effectivement créé la physique et par contre-coup, finalement, la société ne serait-ce qu'en évoquant l'énergie atomique, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Ça, c'est déjà la première chose. Par ailleurs, ce qui est très important de voir, c'est que par rapport à cette période, il y a eu un immense développement de l'institution scientifique qui s'est complètement superstructurée, comme on dit, et qui ressemble de plus en plus sur ce plan même à une église. Ça n'est pas du tout une espèce d'activité spontanée, comme ça a pu l'être à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, de quelques hommes ou femmes qui étaient dans des laboratoires, le plus souvent démunis, et qui travaillaient essentiellement sur des grandes idées théoriques, notamment en physique. Il s'agit maintenant de formidables organisations, d'académies dans tous les pays, de revues appartenant à des groupes multinationaux, de réseaux incroyables de référies, ne serait-ce que, regardez l'importance du Nobel avec les annonces médiatiques. Il y a actuellement vivant beaucoup plus de chercheurs qu'il n'en a jamais existé dans l'histoire de toute l'histoire de l'humanité. Alors il est assez naturel, je dirais, qu'un tel système comme ça se prenne en masse. Car les gens qui rentrent dans ce système sont beaucoup plus nombreux. Donc je dirais presque par définition moins brillants, moins géniaux, parce que le génie, c'est quand même pas quelque chose de très répandu. Et alors ces gens qui sont nombreux, ils occupent les endroits, ils occupent les places. Il y a donc les patrons, puis les maîtres et les petits maîtres, il y a toute une hiérarchie qui se crée, un ensemble de cours, et ces gens font carrière. Donc ils ne peuvent pas prendre de risques. Et on retrouve d'ailleurs cela même dans les entreprises actuellement. Des gens qui ont des postes de responsabilité dans les entreprises sont payés tellement cher qu'ils ne peuvent plus se permettre de prendre un risque parce qu'ils perdent leur salaire d'une façon tout à fait considérable. Donc il y a là un facteur de rigidification, notamment des procédures, qui fait que John Maddox, le rédacteur en chef de Nature, m'a dit à moi, en face, si Planck envoyait son article maintenant à Nature, il serait certainement refusé parce qu'il est trop théorique et trop controversial en anglais, sujet à controverse, et par conséquent, il serait refusé par les référies en place. C'est le même problème que les experts. Quand on a une avancée, on demande à des experts qui appartiennent par définition au monde précédent de juger l'avancée suivante. Donc là, il y a un phénomène presque automatique de prise en masse du système et contre lequel le remède est extrêmement compliqué. Alors, bon, Michel Schiff a parlé du public. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que lui. Je ne suis pas optimiste non seulement pour des raisons d'analyse, mais des raisons même de pratique. D'abord parce que la science ne fait pas partie de la culture. C'est absolument évident que si, je dis ça souvent, n'importe lequel d'entre nous dit Vivaldi, bien sûr, j'ai entendu parler, c'est une marque de pâte, tout le monde rigole. Bon. Par contre, si on dit, et j'ai entendu des gens ayant des fonctions très importantes au plus haut niveau de la République me dire, moi, je ne connais rien à la biologie. Et c'est pas un problème. Ils ne diraient pas, je ne connais rien à l'opéra. Ouais, Aïda, les trompettes, c'est quoi un champignon? Tout le monde rigole. Bon, tandis que je connais rien à la biologie, aucun problème. Je me dédouane, je laisse la biologie aux savants, et nous avons vu comme ça successivement des représentants de l'Institut Pasteur contrôler la biologie à tous les niveaux de l'État, et c'est pas la peine de citer des noms, mais tout le monde connaît ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous ne sommes pas
moi en physique, les physiciens en biologie, vous en physique et biologie, eh bien on considère que c'est tellement compliqué et tellement formidable qu'on laisse ça à ces grands hommes. Puis la presse nous dit à quel point ces gens sont fantastiques, ils écrivent des bouquins extraordinaires. On les fait venir sans arrêt. Si vous écoutez la radio, tous les matins, il y a des émissions, on fait venir ces hommes et on les encense et on dit qu'ils sont tout à fait fantastiques. Nous savons qu'ils sont médiocres, mais à l'extérieur, ça ne se sait pas. La deuxième chose, c'est l'extraordinaire, et lié probablement à cette inculture, l'extraordinaire crédulité du public, dont on ne peut pas voir un meilleur exemple que dans le Téléthon. Le Téléthon est un phénomène prodigieux. Ça fait 15 ans qu'on met des enfants dans des chaises roulantes sur le devant de la télévision, qu'on vous dit que la thérapie génique va résoudre le problème, que l'on coupe tous les crédits pour toute autre approche que la thérapie génique, y compris de gens qui font partie de l'institution, et que le Téléthon, ça doit être d'une dizaine d'années, je crois. Depuis une dizaine d'années, les gens casquent 400 millions de francs. C'est-à-dire que si le gouvernement augmentait d'un seul coup les impôts de 400 millions de francs, on hurlerait au prélèvement obligatoire. Et là, les gens se précipitent pour donner du fric à un truc dont tout le monde voit que ça ne marche pas. Il y a des articles dans la presse qui sortent. Tout le monde sait que la thérapie génique, ça ne marchera pas. Et les gens continuent à croire à ce genre de choses. Alors Marie-Angèle a parlé de la conférence des citoyens. Oui, c'est vrai. Ça, quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui bouge. Et puis, il y a eu un événement ultérieur. La conférence citoyens, c'était les organismes génétiquement modifiés, un sujet qui est à la fois scientifique, politique, et puis la lutte contre les grandes multinationales, les méchants américains. On peut faire venir les gens. Mais quelques temps après, enfin il y a quelques mois, a été organisée à l'Assemblée nationale une conférence sur la thérapie génique, et organisée par les mêmes députés que ceux qui avaient organisé la conférence des citoyens. Et là, il n'y a plus de citoyens pour la thérapie génique. Parce que là, il y a énormément de pognon, il y a un effort de milliards déjà engagé par l'État, il n'est pas question que qui que ce soit vienne critiquer. J'ai donc, moi, quand j'ai entendu ça, écrit un article pour Libération, pour dire simplement, mais regardez ce qui vient de sortir dans la presse scientifique, ça ne va pas marcher, tout le monde le sait. L'article a été accepté. On m'a dit oui, très bien, très bon papier, très bien, des idées nouvelles sur là-dessus, etc. Et la veille du jour où il devait sortir, il a été sucré et le papier n'est jamais sorti. Donc, juste très très brièvement, pour dire qu'il y a deux niveaux actuellement de contrôle, de système de contrôle d'institutions sur le processus scientifique. Le premier niveau, il faut bien le voir, ce ne sont pas les petits chercheurs, ce ne sont pas des cons, ce ne sont pas des ridicules, ce sont des gens qui ont une œuvre scientifique importante, respectable, et qui sont devenus eux-mêmes, parfois après avoir été provisoirement hérétiques, des inquisiteurs. Je citerai deux mots très importants. L'un qui nous plonge tout à fait, qui nous ramène tout à fait au débat, puisque c'est un mot ecclésial, c'est un mot ecclésiastique, directement, c'est François Jacob, dans Le Monde, c'est imprimé en janvier 97, lors des 3 articles sur la mémoire de l'eau, la physique et la chimie disent qu'il faut des molécules. Donc ça, c'est la contrepartie, les physiciens qui pensaient que j'avais violé l'eau, et là, en plus, j'ai violé non seulement l'eau et les molécules. Alors c'est le violeur en série. Non, mais c'est très important, la physique et la chimie disent, parce que c'est typiquement une parole inquisitoriale, mais je ne dis pas ça au sens d'insulte, c'est l'inquisition du Moyen-Âge, disait « Dieu a dit que », évidemment, Dieu n'a jamais rien dit à personne, sauf que c'est le bonhomme qui croyait que Dieu avait dit, qui disait que, etc. Donc ça, c'est très très important de voir qu'il l'utilise pour figer les choses et pour maintenir absolument de façon désespérée la biologie dans son carcan moléculaire et de ne jamais en sortir, tout en sachant bien que les progrès n'existent pas, là, ce n'est pas son problème. Le deuxième, c'est un autre prix Nobel, qui dans Nature, à propos d'un travail que j'ai fait, a dit « Les travaux de Benveniste sont difficiles à réconcilier avec ce que nous savons des molécules ». Et c'est une parole très intéressante, parce que ça veut dire que la science actuelle veut dire que selon la Vulgate actuelle, si vous faites un travail qui met en question les idées précédentes, vous êtes rejeté. C'est donc une négation évidente du processus scientifique. Voilà, quelqu'un qui dit lui-même de son travail, c'est comme si un médecin disait « mon travail, c'est de faire mourir tout le monde ». Alors on dirait « il est fou ». Eh bien lui, c'est de dire « mon travail est de m'assurer qu'aucune idée nouvelle ne va contredire les idées existantes ». Donc c'est la négation même du système scientifique. Et le deuxième élément très important, c'est le fonctionnement même. C'est-à-dire que maintenant, on s'est habitué depuis, disons, une vingtaine, une trentaine d'années, peut-être un peu plus, à ce que, c'est quoi une démarche scientifique ? C'est prendre la science telle qu'elle existe, faire une proposition de recherche. Voilà.
j'ai cloné le gène machin, je vais cloner le gène truc. Et pour ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire autre chose. En général, quand on dépose le projet, c'est qu'on a déjà fait l'expérience et qu'on sait qu'elle va marcher. Sinon, on ne dépose pas le projet. Il faut bien comprendre. Parce que si on dépose un projet qui ne marche pas, on n'aura plus de crédit le coup d'après. Donc, on ne dépose des demandes que sur quelque chose qui fonctionne. Et on demande que dans les 2 ans, vous ayez les résultats et que dans les 3 ans, vous ayez un papier. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'est absolument plus question de dire qu'on va se lancer dans une controverse scientifique de 10 ans. C'est complètement... Et une des choses qui tourne boule pas mal de gens qui sont pas mes amis, mais parfois même mes amis, c'est de dire, mais enfin, depuis 12 ans, quand même, il aurait dû arriver. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un type comme Otto Lewy, par exemple, va rester 20 ans sur une idée complètement stupide et folle, qui est l'influx nerveux ne se transmet pas d'une façon électrique, mais d'une façon chimique, qui est ridicule, qui est pourtant maintenant la base même de la neurophysiologie. On ne peut plus rester 3, 4 ans, 5 ans sur une expérience qui ne marche pas pour finalement la faire marcher. C'est impossible. On est fraudeur ou on a un artefact. Sans fausse modestie, je me reconnaisse, et je reconnais à Jean-Pierre la ténacité au fil des années pour pouvoir rester sur le même sujet, en étant assez sûr de soi-même pour ne pas être démoli par les attaques. Finalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et comme disait Guillaume à la sortie des Andes, ce que Jean-Pierre et moi nous avons fait, aucune bête ne l'aurait fait. Ça fait des dégâts considérables. Et bien sûr, on finit par dire, on dit, la vérité finit par triompher. L'histoire de Denis Papin, qui a été foutu à la porte par ce connard de Louis XIV, sous prétexte qu'il croyait à une version un petit peu différente de ce que vous savez, par la révocation de l'édit de Nantes, et qui a fait voguer, qui a fait marcher un bateau à vapeur 100 ans avant Watt, un siècle. Et qui n'a jamais réussi à convaincre l'Académie des sciences qui venait d'être fondée par Colbert. Si l'Académie des sciences avait financé Papin, les Français auraient eu des bateaux à vapeur de guerre 20-30 ans avant les Anglais, et l'Amérique parlerait français. C'est une perte irréparable pour un pays comme la nôtre. Il y a des catastrophes qui sont tout à fait extraordinaires. Et il y en a une sous nos yeux. Personne dans cette salle n'est capable, sauf s'il a l'information, de me donner le chiffre exact de chercheurs français qui sont actuellement dans la Silicon Valley. J'ai fait très souvent... Personne ne s'approche du chiffre. Parce que le chiffre, c'est 40 000. 40 000. Dans les bars de la Silicon Valley où on parle recherche, parce qu'ils ne ferment pas le week-end, eh bien, on parle 2 langues, le français et l'hébreu. Oui. Oui, c'est des chercheurs israéliens. Et maintenant, de plus en plus, des Indiens, qui sont très forts en informatique, etc. Et quant à Montagnier, Didier, il n'a pas été mis à la porte pour raison d'âge, il a été mis à la porte pour cause de découverte. Car François Jacob a reçu dans son bureau, en 82, Montagnier, exactement dans les mêmes termes, ça m'a été dit par un administrateur de l'Institut Pasteur, qui était administrateur à l'époque, que moi, il m'a reçu en 88, c'est-à-dire, nous ne croyons pas à ce que vous faites, vous n'avez pas vérifié vos résultats, sortez de mon bureau, je ne veux pas parler plus longtemps avec vous. Personne n'a jamais pardonné à Montagnier, qui était un obscur petit virologue de grenier, qui était plutôt qui n'était pas un biologiste moléculaire, d'avoir fait cette découverte. Et il faut quand même savoir que depuis 35 ans, aucune découverte biologique majeure n'est sortie de l'Institut Pasteur. Aucune, zéro. Il n'y a pas un prix Nobel à l'Institut Pasteur depuis 35 ans. Il n'y a jamais eu un prix Nobel à l'INSERM, de toute l'existence de l'INSERM. Jamais eu un prix Nobel dans le secteur des sciences de la vie du CNRS. Jamais eu un prix Nobel dans le secteur biologie de l'école normale supérieure. Jamais un prix Nobel à l'INRA. Jamais un prix Nobel à l'Orstom, etc. Je peux continuer. C'est ce que nous appelons, nous, dans notre petit cercle, d'un mot de code qui est AF38, c'est-à-dire l'armée française en 38. Oui, ne rigolez pas, comme disait Coluche, c'est votre pognon. Et c'est votre avenir. Ce sont des gens qui n'ont pas fait faire de progrès à la science. Je veux dire que si moi, demain, il me vient à l'idée d'attaquer le TGV ou Airbus, j'aurai en face de moi des gens qui, auront des opinions différentes, mais qui au moins ont une légitimité. L'Airbus, c'est un bon produit, ça vole, le TGV, ça fonctionne. Ces gens qui sont en face de nous n'ont aucune légitimité. Ils n'ont fait aucune découverte depuis 35 ou 40 ans. Il faut que ça se sache. C'est un système qui est en déroute.
La France est très performante dans un certain nombre de domaines. En biologie, nous sommes dans le même état que les Anglais sont par rapport à la fabrication de chemin de fer, par rapport à nous sur le plan du TGV. Ça, c'est donc tout à fait important. Et je terminerai quand même sur une information personnelle que Didier a évoquée, puisqu'il a évoqué les problèmes de procès. Donc j'ai gagné mon procès contre Sciences & Vie qui a été condamné pour fraude, à me verser une petite somme qui a quand même couvert les frais d'avocat. J'ai par contre été condamné, moi, dans mon procès avec les prix Nobel, parce que mon avocat a décidé d'attaquer devant une chambre, il fallait attaquer devant une autre. Ce qui veut dire que le droit, le respect du droit lui-même, Marie-Angèle ne sera peut-être pas d'accord avec moi, prime quand même sur le droit des gens. Parce que la diffamation est avérée, tout le monde le sait. C'est absolument évident que les Nobel eux-mêmes l'ont dit, qu'ils avaient diffamé, en disant, eh bien, maintenant nous allons chercher la preuve que Benveniste a fraudé, ce qui veut dire qu'ils ne l'avaient pas avant, au moment où ils l'ont dit. Bien. Eh bien, non seulement je n'ai pas eu satisfaction, mais j'ai été condamné à leur donner de l'argent. Je dois, moi, payer 51 000 francs aux 3 scientifiques pour les dédommager de la peine qu'ils ont eue à être traînés devant le mauvais tribunal. Alors, vous voyez, c'est un système tout à fait extraordinaire, tout à fait tentaculaire, avec des médiocres qui sont arrivés à un niveau de décision, avec des gens qui ne sont pas médiocres comme François Jacob, mais qui ont complètement oublié leurs attitudes passées d'audace scientifique. Et effectivement, devant ce constat, moi, je suis, dans l'ensemble, assez pessimiste. C'est pas parce qu'éventuellement Jean-Pierre sera reconnu, ou qu'éventuellement, moi, grâce à des capitaux américains, je finirai par sortir un produit et que les gens diront, ah bah oui, finalement, c'était vrai, que l'arbre doit cacher la forêt. La forêt, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un système de répression idéologique forcené sur la science, et que ceci nous menace tous dans notre existence. On ne guérira pas le cancer dans un avenir prévisible si on continue dans cette direction-là.